Le cœur est l'organe du désir. Le cœur souffle, défaille, etc. Comme le sexe. Tel qu'il est retenu, enchanté dans le chant de l'imaginaire. Réveil triste, réveil déchirant de tendresse, réveil blanc, réveil innocente, réveil panique.
Je voyais tout de son visage, de son corps froidement. Ses cils, l'ongle de son orteil, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, l'émail de ses yeux, tel grain de beauté. Une façon d'étendre les doigts en fumant. J'étais fasciné. La fascination n'étant en somme que l'extrémité du détachement, par cette sorte de figurine coloriée, faïencée, vitrifiée, où je pouvais lire sans rien y comprendre. La cause de mon désir. Tout amoureux est fou, pense-t-on. Mais imagine-t-on un enfant amoureux? Nullement. Je n'ai droit qu'à une folie pauvre, incomplète, métaphorique. L'amour me rend comme fou, mais je ne communique pas avec la surnature. Il n'y a en moi aucun sacré. Ma folie, simple des raisons, est plate, voire invisible. Au reste, totalement récupérée par la culture. Elle ne fait pas peur. C'est pourtant dans l'état amoureux que certains sujets raisonnables devinent tout d'un coup que la folie est là, possible, toute proche. Une folie dans laquelle l'amour lui-même sombrerait. Comment finit un amour? Quoi? Il finit donc? En somme, nul, sauf les autres, n'en sait jamais rien. Une sorte d'innocence masque la fin de cette chose conçue, affirmée, vécue selon l'éternité. Quoi que devienne l'objet aimé, qu'il disparaisse ou passe à la région amitié, de toute manière, je ne le vois même pas s'évanouir. L'amour qui est fini s'éloigne dans un autre monde à la façon d'un vaisseau spatial qui cesse de clignoter. L'être aimé résonnait comme un vacarme. Le voici tout à coup, mat. L'autre ne disparaît jamais quand et comme on s'y attend. Ce phénomène résulte d'une contrainte du discours amoureux. Je ne puis moi-même, sujet énamoré, construire jusqu'au bout mon histoire d'amour. Je n'en suis le poète, le récitant, que pour le commencement, la fin de cette histoire, tout comme ma propre mort, appartient aux autres, à eux d'en écrire le roman, récit extérieur, mythique. Quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez que ce qui lui plaît davantage. Ce qu'elle postule, c'est une correspondance, c'est-à-dire une entreprise tactique destinée à défendre des positions, à assurer des conquêtes. Cette entreprise doit reconnaître les lieux, les sous-ensembles de l'ensemble adverse, c'est-à-dire détailler l'image de l'autre en points variés que la lettre essaiera de toucher. Il s'agit donc bien d'une correspondance, au sens presque mathématique du terme. Mais la lettre pour l'amoureux n'a pas de valeur tactique. Elle est purement expressive, à la rigueur flatteuse. Mais la flatterie n'est ici nullement intéressée, elle n'est que la parole de la dévotion. Ce que j'engage avec l'autre, c'est une relation, non une correspondance. La relation met en rapport deux images. Ce sont les formes de la relation. Vous êtes partout, ces images, votre image est ou totale. plutôt ce que les autres nomment forme. Je l'éprouve moi comme force. L'image, comme l'exemple pour l'obsession, pour l'obsessionnel, est la chose même. L'amoureux est donc artiste, et son monde est bien un monde à l'envers, puisque toute image y est sa propre fin. Et rien au-delà de l'image. Les images dont je suis exclu me sont cruelles, mais parfois aussi, je suis pris dans l'image. M'éloignant de la terrasse de café, où je dois laisser l'autre en compagnie, je me vois partir seul, marchant un peu tassé dans la rue déserte. Je convertis mon exclusion en image. Cette image, où mon absence est prise comme dans une glace, est une image triste. Faut-il continuer? Cette morale est en fait une logique.
ou bien ceci, ou bien cela. Si je choisis, si je marque ceci, alors, de nouveau, ceci ou cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, de cette cascade d'alternatives, surgisse enfin un acte pur. Pur de tout regret, de tout tremblement. Le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots. Mon langage tremble de désir. L'émoi vient d'un double contact. D'une part, toute une activité de discours vient relever discrètement, indirectement, un signifié unique, qui est « je te désire ». Et le libère, l'alimente, le ramifie, le fait exploser. Le langage jouit de se toucher lui-même. D'autre part, j'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage. Je me dépense à faire durer le commentaire auquel je soumets la relation.